avec les bousculades de l'histoire, Eugène et Baudet. Voici le roman d'une vie, alors quelle vie? Celle de Mado Petrache, qui fut proche de Picasso, de Dali, de Chagall, de Miro et de tant d'autres grands artistes qui fréquentèrent le pays catalan et tout particulièrement Céret, où elle vit encore, Mado, née en 1936 au Cameroun, d'un père suédois, d'une mère camerounaise mais qu'elle n'a pas connue, métisse donc. Elle est élevée au Cameroun juste avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale. Et on la suit en escale au Maroc, ovationnant De Gaulle, et puis en exil dans les rues de Perpignan, déracinée en butte au racisme, et puis donc à Céret, auprès de son mari Marcel, et sous le regard de Picasso. Brûlant était le regard de Picasso. C'est un roman qui raconte aussi et magistralement les violences du colonialisme et tout particulièrement la façon dont on a blanchi l'armée du général Leclerc lors de la libération de Paris en 1944, armée dans laquelle se trouvaient pourtant de nombreux Noirs africains. On va commencer, Eugène et Baudet, par présenter Mado, avant de revenir à cet épisode peu glorieux de l'histoire française. Qui est Mado ? Mado, c'est une petite fille qui a 3 ans. Elle vit avec son père depuis 1 an, depuis qu'elle est sevrée du lait maternel. Son père la récupère pendant qu'il négocie avec la famille de sa maman pour l'épouser. Et les épousailles se passent pas très bien. Et là, on la voit avec sa mère adoptive. Un peu plus tard, donc. Un peu plus tard, Ouais. parce que son père est allé en Suède en 1939 pour rencontrer ses parents et leur dire qu'il envisage de fonder un foyer mixte. Il hésite, il a peur parce que dans l'entourage des parents, il a un grand-père qui est très rigide et le Yosta se doute que la partie ne sera pas facile. Et le mariage mixte à l'époque, 1939, n'est évidemment ni populaire, ni gagné pour des raisons essentiellement religieuses, pense-t-il. Alors on est en 1939, vous l'avez dit, il repart donc en Suède, la guerre éclate et il ne revient pas au Cameroun. Et Mado est élevée par des amis. Elle est élevée par une famille des adoptive. Amis, oui, auquel son père l'a confié. Ils sont originaires de Perpignan. C'est des Français qui habitent à Edea, une petite commune du Cameroun. Mado vit là avec sa mère adoptive et son père adoptif jusqu'en 1940. En 1940, le père adoptif s'engage dans l'armée de Leclerc et il se met dans les pas du général de Gaulle et de Leclerc qui est arrivé au Cameroun en octobre 1940. Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, Eugène et Baudet, parce qu'on l'a un petit peu peut-être oublié ou moins raconté. C'est-à-dire qu'on nous parle évidemment de la résistance de Gaulle dès le 18 juin 1940. Sauf qu'en août 1940, à Douala, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le général, il n'est pas encore général, mais le capitaine Leclerc, qui vient d'avoir un grade de commandant, vient avec Étier de Bois-Lambert et René Pleven, qui sont mandatés par De Gaulle pour organiser la résistance à partir de ce qu'il appelle l'Empire. Donc ils arrivent à Douala en août. Et vous racontez qu'ils sont une poignée d'ailleurs de soldats sans aucun armement, à moitié locteux. Ils sont une vingtaine. Et d'ailleurs, le père adoptif de Mado va les rejoindre pour un coup de force dans la garnison de Douala, qu'ils réussissent à emporter. Et cette petite armée va avoir des ralliements. Et les ralliements seront essentiellement ce qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais, qui vont former près de 60% de cette armée de Leclerc, qui, à partir de Douala, va aussi faire le coup de force au Gabon, à Libreville, où il y a une garnison plus importante, avec un armement plus conséquent. Et puis ensuite au Tchad, et puis ensuite à Koufra. C'est très important. On se souvient peu du serment de Koufra. Pouvez-vous nous rappeler ce que ces hommes, noirs et blancs, qui pendant 2 ans ont affronté les sables de l'Afrique, mais aussi les troupes de Rommel, se sont promis ce jour-là à Koufra? Koufra est un oasis en Libye. Et cette armée, quand elle gagne Koufra, eh bien, elle prend le serment, c'était près de 8 mois après la défaite. Elle forme une armée soudée
et qui prend pour serment d'aller jusqu'à Strasbourg. Et de ne jamais se séparer. Oui, de ne pas se séparer pour hisser le drapeau français qui avait été enlevé. Et donc, cette armée qui signe le serment de Koufra, quand elle arrive au Maroc et qu'elle est reprise par l'armée américaine après son débarquement en Afrique du Nord, eh bien, l'armée du général Bedel, qui la commande, va obliger le général Leclerc, il est devenu général à ce moment-là, de se séparer de ces soldats africains. La phrase exacte que vous citez, page 102, est la suivante. « Il est hautement désirable que la division Leclerc soit composée de personnel blanc. » Mais le mot « désirable », pardonnez-moi, mais j'ai du mal à comprendre le français ou on me l'a mal enseigné. Depuis quand désirable est-il un ordre ? Eh bien, désirable a été entendu comme c'est un ordre que nous vous donnons, puisque l'armée américaine elle-même subit la discrimination. Et c'est le général Bedell Smith qui interprète de manière plus radicale cette façon un peu édulcorée de dire effectivement qu'on ne veut pas de Noirs aux avant-postes. Est-ce que Leclerc a protesté ? À ma connaissance, non. Est-ce que cet abandon est une trahison ? Pour moi, c'est un manquement au serment de Koufra. C'est une faute. Peut-on parler, Eugène Baudet, d'un blanchiment de l'armée française volontaire en obéissant finalement à des ordres donnés par l'armée américaine, puisque l'ordre vient du haut commandement de Eisenhower en réalité ? Oui. Oui, elle a souscrit à ce blanchiment. Vous écrivez... Puisqu'il n'y a eu qu'un seul soldat noir qui a été, si je puis dire, sauvé de ce désastre, c'est Madembassi, Claude Madembassi, c'est le seul qui restera dans cette armée. Et ce n'est que l'année dernière, d'ailleurs, qu'à Paris, on lui a donné le nom d'une impasse, je crois, ou d'une allée. Dans le 14e arrondissement. Dans le 14e. En 2020. 2020. Il a fallu beaucoup de temps, mais il en reste encore pour rappeler cette page sombre, pour rappeler qu'il y a, lorsque la démobilisation a eu lieu, il faut savoir que ces soldats qui ont été démobilisés, certains sont repartis à Dakar, et en 1945, il y a eu un massacre à Tiaroy. 1er décembre 1944, on est à peine 6 mois après la libération de Paris. Paris. Que se passe-t-il exactement à Tiaroy ? À Tiaroy, ces soldats démobilisés à qui on a fait enlever leurs uniformes au Maroc pour que d'autres puissent les vêtir, ils sont rentrés chez eux en civil et ils réclamaient simplement leur solde. Et leur solde était repoussé de jour en jour. Paris fermait les yeux ou lanternait. Et ils se sont coalisés et ont marché vers la garnison de Tiaroy, à Dakar, à côté de Dakar. Et là, ils ont reçu pour toute solde, si je puis dire, des coups de feu. Et il y a eu beaucoup de morts au cours de cette malheureuse affaire. Aujourd'hui, quand vous racontez dans un roman qui est un portrait de femme, d'une jeune métisse, son père est blanc, suédois, sa mère est noire, camerounaise, quand vous racontez en toile de fond cet épisode dont on ne veut plus parler et dont on parle très peu en France, qu'est-ce que vous souhaitez montrer, Eugène Baudet ? Qu'est-ce que vous souhaitez rappeler ? Je veux rappeler d'abord que Mado est une jeune fille qui a été blessée, abandonnée, plusieurs fois meurtrie quand elle était petite. Et quand elle arrive au croisement de l'histoire, il y a d'autres meurtres ou meurtrissures qu'elle reçoit en supplément. Et que sa mémoire est remplie de beaucoup de zones extrêmement douloureuses. Elle vient de là, Mado. Elle vient aussi de la trahison du serment de Koufra par la France. Elle vient aussi du blanchiment de l'armée de Leclerc. Elle vient aussi du massacre de Tiaroy. Oui, elle vient de toute cette histoire. C'est quasiment une archive vivante. Et c'est pour cela que j'ai voulu faire son portrait. Elle vit encore, il faut le dire. Oui, elle vit encore et elle est capable de porter elle-même aussi
le discours de cette mémoire flétrie, meurtrie, abîmée de tous les abandons auxquels elle a assisté. D'abord l'abandon par ses parents, par des conjonctures et des circonstances, bien sûr, qui n'étaient pas les leurs. Ils ont subi aussi. Mais après, elle a vu un certain nombre de choses qui l'ont meurtrie et blessée à nouveau. Je pense que sa mémoire est à la fois imprégnée de toutes ces douleurs et qu'il conviendrait que nous puissions en parler pour essayer d'en extraire une partie du venin qui y est encore contenu. Et il faut pas, je pense qu'il n'y a pas simplement lieu de déplorer cette mémoire-là. Il faut aussi dire qu'elle a elle-même, elle a une capacité de résilience énorme, puisque auprès des peintres, elle les a aussi aidés à continuer à créer. Alors ça, c'est la deuxième partie de la vie de Mado. À se sublimer par l'art. Voilà. Vous racontez donc ce destin d'une jeune métisse qui arrive à Perpignan, qui va découvrir le froid et le racisme ordinaire également, et puis qui rencontrera Marcel, à peine sorti de l'adolescence, et ce couple absolument génial qu'on a envie de serrer dans ses bras, Marcel et Mado, et qui va devenir comme ça, serré dans les Pyrénées. De l'autre côté de la frontière, il y a l'Espagne, et il y a évidemment l'Espagne franquiste. Il va devenir ami de cette autre communauté d'exilés, et j'aimerais qu'on en parle, car à l'exil de Mado, cette Camerounaise qui pense en suédois, en français, et puis en bamileke aussi, correspond l'exil de Chagall, qui vient de Vilnius, correspond l'exil, de Picasso, qui vient de juste en face, et qui regarde, et là, depuis son promontoire, son pays, l'Espagne, et puis l'exil de Dali, et puis celui également de tous ces grands peintres qui vont passer par Céret. Est-ce qu'il y a différentes formes d'exil ? Oui, il y a des différences de degrés. Quand on pense à l'Espagne, aux républicains, ils souffraient du même exil que Mado, venu de 6000 kilomètres. Ils étaient à côté. Ils avaient la même nature, mais il avait des degrés différents. Picasso pouvait monter sur les hauteurs de Fontfrède et apercevoir son Espagne. Mado ne pouvait pas le faire. Elle pouvait monter sur aucune montagne pour apercevoir le Cameroun. Avait-elle une nostalgie de ce Cameroun ? Oui, elle l'a gardé longtemps. Elle le dit d'ailleurs. Un jour, elle va en Martinique. Elle rencontre Édouard Glissant, qui était l'un de ses amis. Elle a rencontré beaucoup de monde. Et elle pensait avoir oublié un détail, les saveurs de la forêt, les bruits de la nuit, les rugissements des animaux comme ça dans la nuit épaisse. Et arrivée en Martinique, tout cela lui est revenu. C'est-à-dire que son corps avait conservé une mémoire vive. Et tous ces bruits ne sont revenus que lorsqu'elle a été au contact de la Martinique, une terre qui ressemblait un peu à celle qu'elle avait quittée il y avait près de 40 ans de cela. Tout à l'heure, Jennifer Richard disait que son roman était un livre sur le marché, sur le capitalisme. On a vu qu'Éric Emmanuel Schmitt raconte ce moment de bascule dans l'histoire de l'humanité où on invente ce qui deviendra le capitalisme. Diriez-vous que ce roman, Eugène Baudet, qui raconte l'histoire de Mado sur fond de décolonisation, mais surtout de colonisation, la belle époque pour les Français, et puis la pire époque pour les Africains, est aussi une histoire du capitalisme? C'est une histoire du capitalisme, c'est vrai, parce qu'il y a l'exploitation des ressources à une échelle très grande. Et cette exploitation, je la montre aussi dans les communautés expatriés qui vivent en Afrique. Et il y a aussi, derrière cette exploitation et derrière ce mouvement de la colonisation, il y a une mémoire qui ne convoque pas seulement Proust et la Madeleine, puisque nous parlons de Mado, mais qui convoque aussi ce qui a à voir avec un autre fil, qui est ce qui nous est supérieur. Ce fil, c'est l'art, c'est l'imagination, c'est la relation avec l'autre. Il y a eu
dans cette ère de la colonisation dont je parle et dont j'évoque les travers, il y a eu des gens qui ont saisi une main, qui ont tendu une oreille secourable, et qui ont même fusionné avec l'Afrique au point de penser qu'ils en étaient. Il y a par ailleurs, et ça c'est quelque chose qui est un peu difficile à dire, mais avec votre permission, peut-être que je le ferai, si vous le voulez bien, m'adresser au président de la République. C'est une supplique que je veux lui adresser au nom de Mado, qui a mis en œuvre effectivement à Céret un mouvement autour du musée de Céret qui est devenu un musée carrément international. Et j'aimerais que le président Macron puisse se rendre à Céret au mois de mai, si Covid le permet, pour inaugurer un nouveau musée qui aura une surface double. Et je pense que par cet acte, Mado serait très heureuse et accompagnera un jeune président pour tendre une main secourable à la fois à l'art, à la mémoire, à la capacité d'une femme venue d'Afrique, d'une jeune femme qui est maintenant une grand-mère. Là, il pourra aider à la réconciliation des mémoires. Nous sommes témoins de cette supplique. Voilà, nous sommes témoins, vous aussi, vous en êtes le témoin, les témoins. Et puis, effectivement, là, il aura dans votre roman tout le fil de son discours, du serment de Koufra au regard brûlant et rien concupiscent tout de même de Picasso. C'est aux éditions Gallimard. Brûlant était le regard de Picasso.